Merci d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, je suis désolé de ne pas pouvoir être dans la même salle, mais grâce à la technologie, tout est possible. Alors aujourd'hui, donc pour le cycle annuel de conférences de la chaire, on reçoit euh, en mars Dave Holmes, qui est infirmier, professeur titulaire, aussi titulaire de la chaire de recherche en soins infirmiers médico-légaux à l'Université d'Ottawa. Si je commets des erreurs, Dave, tu n'hésites pas à corriger ça. Alors, mon Dieu, comment présenter Dave brièvement? Euh, ben, c'est un chercheur extrêmement productif. C'est aussi un chercheur dont les travaux s'appuient principalement sur le poststructuralisme de Deleuze, de Guattari, de Michel Foucault. Ces travaux sont parus dans des revues de premier plan en sciences infirmières, en criminologie, en sociologie, en médecine. Alors, on parle quand même d'une productivité impressionnante, plus de 109 articles publiés dans des revues à comité de lecture, 55 chapitres de livres, la co-direction de multiples ouvrages. Alors, Dave a accepté, d'ailleurs, j'en profite pour te remercier d'avoir accepté notre invitation, donc a accepté notre invitation de nous présenter, en fait, euh, les, sa programmation de recherche, en fait, depuis maintenant plus de 20 ans, qui mobilise le post-structuralisme. Euh, alors, il va donc nous parler du contexte de plusieurs études qualitatives qu'il a menées au fil des ans, partager avec nous les défis, les opportunités rencontrées dans le cadre de ses recherches, ses publications savantes et le soutien financier qu'il a pu obtenir. Alors, bref, c'est vraiment un beau parcours dont tu vas nous faire état aujourd'hui et la manière, en fait, dont tu mobilises ces cadres théoriques. Alors, Dave, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je te cède la parole et je vais t'écouter avec grand intérêt, comme tout le monde ici, je pense. Bon, ben parfait. Merci beaucoup, Martin. Donc là, je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je fasse la reconnaissance du territoire? Mais on ne fait pas ça à l'UQAM. Je ne sais pas, chez nous, à Ottawa, on fait ça, mais je ne connais pas trop votre territoire ici. Je pourrais réciter celui d'Ottawa, mais je ne connais pas. Alors, je Martin, peux tu vous le le dire, en fait, oui, oui, je le connais, en fait. fais? Donc, en fait, on est en territoire autochtone non cédé, en fait, donc à Tiohtià:ke, connu comme Montréal aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est avec humilité qu'on reconnaît que ces territoires, ben, on se les est arrogés. Voilà. Merci, Martin. Écoutez, moi, c'est toujours un honneur et un plaisir, en fait, de venir à l'UQAM. Pour je dis ça d'abord, je vais commencer par féliciter, comme je l'ai fait sur Facebook d'ailleurs, mes collègues et puis les étudiants de l'UQAM pour le classement de leur université puis leurs travaux de recherche. En fait, on entend souvent parler de l'UQAM comme une université où il y a beaucoup d'actions, beaucoup de révolutions. En même temps, moi, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Je parlais tout à l'heure quand je suis rentré avec Gabriel ici, pour lui dire que j'ai chéri un rêve pendant longtemps. Je vais vous dire ce que j'ai fait de tantôt comme pratique parce que, mais moi, j'avais la fantaisie de créer une école des sciences infirmières à l'UQAM, en fait, qui deviendrait un peu une école infirmière un peu calquée sur ce qui s'est passé à l'Université métropolitaine de Toronto, en ancienne Ryerson. Donc, une université plus de gauche, dans un centre-ville aussi, où il n'y a pas de faculté de médecine. Évidemment, je n'ai pas fait ça, j'ai fait chose. Mais ça a toujours été, ça pour moi, un intérêt parce que, bon, là où l'université est située, la proximité des hôpitaux, la proximité aussi des populations qu'on pourrait soigner, mais bon, comme je vous dis, ça a été une fantaisie. Mais éventuellement, peut-être à la retraite, peut-être que ce ne sera pas une fantaisie si je fais des démarches auprès de l'administration de l'université en disant, ben, vous n'avez jamais pensé à telle chose. Quand j'ai préparé cette présentation-là, ben, Martin m'a invité, puis là, je me disais, ah, ben là, ça me tente de faire ça, ça ne me tente pas, parce que je ne voulais pas venir présenter des résultats de recherche, parce que ça m'ennuie. Pas que ça m'ennuie d'entendre les gens les présenter, ça m'ennuie, moi, de les présenter. Alors, j'ai dit, non, je ne ferai pas ça, je vais prendre plus de temps pour présenter, pour faire cette présentation-là que j'ai construite là, de A à Z, plus pour parler de mon parcours et puis peut-être, justement, comme Martin le disait, des opportunités, des défis, tant sur le plan des publications, de la recherche, etc., avec une approche post-structuraliste, comme Martin l'énonçait. Donc, je vais aller rapidement au départ vous expliquer d'où je viens, qui je suis, d'où je viens, et puis pour que vous compreniez un peu mieux
pourquoi j'ai décidé d'avoir un parcours comme ça. Parce qu'évidemment, c'est pas, moi, le parcours du chercheur, c'est pas complètement désincarné de qui on est en termes d'identité et tout ça. Donc, je veux juste que vous compreniez qui je suis et puis ce que j'ai fait. Et puis, pour moi, c'est une présentation, Martin, qui ressemble presque, puis je vois là Michel Diotte, qui est là, que je connais très bien, que je salue de toutes mes forces. Mais c'est comme le chant du cygne pour moi, parce que 5, 6 ans plus tard, là, à partir d'aujourd'hui, c'est la retraite. Donc, je présente de moins en moins, mais je me suis dit, autant faire un genre de récapitulatif de ce que j'ai fait dans les derniers 20 ans en santé publique / santé sexuelle. Donc, on commence avec une, euh, une quote, si vous voulez, ou un extrait de Gilles Deleuze et Félix Guattari dans le traité de nomadologie. La machine de guerre est extérieure à l'appareil d'État. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Gardez ça en tête. Alors, vous voyez ici la formation, la pratique clinique. Moi, j'ai travaillé pendant des années. Je disais à Gabriel tantôt, il y a au moins presque, attendez, là, j'ai 55 ans, 56 bientôt. Il y a au moins 25 ans, j'ai travaillé ici au CLSC Centre-Ville, juste au sud de Sainte-Catherine, sur la rue Sanguinet. Alors, j'ai travaillé avec une population itinérante, prostitution, toxicomanie. En fait, j'ai été aussi un des instigateurs de Cactus Montréal. Quand Cactus Montréal a été développé au CLSC Centre-Ville, au CLSC des Faubourgs maintenant, il y avait Thomas McEwen, il y avait moi, il y avait Mario Bilodeau, puis il y avait quelques autres personnes, mais c'est là que ça a commencé. En fait, ça n'a pas commencé là, ça a commencé sur Sainte-Élisabeth, là, près de Saint-Laurent, mais je veux dire, c'était mon secteur, ça, ici. Alors, bon, vous voyez un peu la formation que j'ai. Le postdoctorat qui est en médecine là, il était aussi combiné avec des études en service social que j'ai fait à l'Université de Toronto. Et vous voyez l'expérience aussi en psychiatrie comme préposé aux bénéficiaires pendant 4 ans, comme infirmier en psycholégal à l'Institut Philippe Pinel. Ensuite de ça, comme coordonnateur d'activité en santé communautaire à Cactus Montréal et aussi à UPS Justice, que vous connaissez certainement aussi ici à l'UQAM, et évidemment dans le domaine de la santé publique. Alors, j'ai fait aussi beaucoup d'administration, directeur de l'École des sciences infirmières, vice-doyen académique à Ottawa, vice-doyen académique en Californie. Alors, vous avez les subventions de recherche qui sont là. Pourquoi j'ai mis ça là? C'est pas pour vous dire qu'il y a eu beaucoup d'argent, c'est pour vous dire le message que je veux vous lancer aussi aujourd'hui, c'est que même quand on prend des détours ou qu'on prend des routes qui sont moins fréquentées, même quand on prend des routes où on est un peu ostracisé dans sa propre discipline, il y a moyen d'avoir du succès. Alors moi, ce que je veux vous donner comme impulsion aujourd'hui, là, c'est que vous vous sentiez autorisé à faire du travail qui est marginal. D'accord? Donc, alors ça, c'est ces fonds-là, on en parlera tantôt, la supervision aux études supérieures, le rayonnement chez Google, etc. Alors, si on passe ça, mon programme de recherche en santé sexuelle a débuté en 2003 après plusieurs années de travail clinique en santé publique. Alors, comme je vous ai dit tantôt, j'ai travaillé à temps partiel pour Cactus Montréal pendant des années. J'ai travaillé à temps partiel pour les services courants ici. Puis moi, je faisais beaucoup la rue, entre guillemets. Donc, je travaillais avec les populations de prostitution masculine et féminine dans le village ou ici. Et on allait à nos pauses là, au cabaret sur la rue au sud de Sainte-Catherine sur Saint-Laurent et au Fofone électrique. Alors, on a tout fait ces lieux-là dans le temps aussi du bar Le Royal. Je ne sais pas si, Martin, tu te souviens de ça, là, dans ces années un peu plus effervescentes de la rue Sainte-Catherine. Donc, on allait passer nos pauses-là parce que c'était notre clientèle. Donc, on allait distribuer des condoms, on avait des seringues, on avait toutes sortes, on avait un arsenal. Puis, on avait aussi en haut du local que le CLSC des Faubourgs avait, sur la rue Sainte-Élisabeth, il y avait aussi une piquerie. Donc, on était aussi responsable de la formation des gens qui allaient là, qui allaient expliquer. Donc, on faisait des séminaires, en fait, si vous voulez, entre guillemets, qui duraient 5 minutes avec des garrots, comment on se pique et tout ça. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de travail dans ce sens-là, dans le domaine de la santé publique, qui m'a amené, évidemment, à écrire, on en reparlera plus tard. Donc, alors, ce deuxième axe de recherche qui s'est ajouté à mon axe principal, parce que moi, je suis un infirmier en psychiatrie. J'ai travaillé en psychiatrie depuis que j'ai 17 ans. À 17 ans, j'ai commencé comme préposé aux bénéficiaires, etc. Puis bon, j'ai continué 17 ans et demi, j'ai presque 18. Et j'ai fait ça, toutes mes études. Après ça, je suis resté en psychiatrie. J'ai travaillé à l'Institut Pinel pendant des années. J'ai travaillé aussi au niveau correctionnel. Mais j'étais un peu, si vous voulez, fatigué, peut-être déprimé là, de travailler dans ce domaine-là. Donc, j'ai décidé de me développer un autre champ, ce que mon directeur de recherche, qui est un sociologue d'ailleurs, Michel Perrault, m'avait recommandé de faire, de toujours avoir pas Michel Perrault du Douglas, Michel Perrault de l'Université de Montréal, sociologue de la santé qui est décédé, là,
Donc, il m'avait dit, Dave, développe 2 programmes ou 3, ou un programme de recherche, mais avec des axes, parce que des fois, on se fatigue de nos axes de recherche. Puis il avait raison. Donc, décide de développer un axe de recherche différent qui s'appuie sur un paradigme de recherche différent aussi et sur des théories différentes. Alors là, je l'ai mis en anglais parce que je n'ai pas voulu traduire ça. Je n'étais pas bon dans mes graphiques, puis c'était un étudiant qui m'avait fait ça. Donc, c'est un peu l'axe, j'ai extrait de mon programme de recherche, l'axe de santé publique. Évidemment, moi, je suis un infirmier de formation, donc je n'ai pas les compétences que les gens de la chaire ici ont sur le plan des gender studies, sur le plan de tout ce qui tourne autour de ça. Évidemment, j'ai utilisé ça pour mes travaux, mais je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un travailleur social, je suis un infirmier. Donc, moi, mes préoccupations tournaient beaucoup au niveau du risque, donc les pratiques sexuelles et le risque. Donc, la question du barebacking, on n'en parle plus beaucoup maintenant avec le Descovy, le Truvada et tout ça. Personne qui parle de barebacking parce que, bon, c'est peut-être plus un concept à la mode. Mais souvenez-vous que le programme que je vous présente aujourd'hui commence en 2003. En 2003, il n'y avait pas ces médicaments-là. En 2003, on avait des gens qui prenaient des risques comme ça et évidemment, ça préoccupait les travailleurs de la santé, dont moi qui étais en santé publique, qui travaillait au service courant au CLSC. Ensuite de ça, toute la question du sexe en ligne, peu importe ce que vous pouvez imaginer là-dessus, la pornographie en ligne, etc. Des recherches aussi qui ont porté sur les échangistes, donc les swingers en bon franglais, les pratiques sadomasochistes ou BDSM, si vous voulez. Et après ça, plus récemment, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas en caractère gras, là, les applications de drague gay et aussi les parties, ou si vous voulez, le sexe en groupe. Alors, ensuite de ça, il y a eu aussi un autre champ là, dans cet axe de recherche sur les aspects politiques du VIH. Ça aussi, c'est un peu moins populaire maintenant. Les effets secondaires avec la médication antirétrovirale et tous les processus de mise en place pour la surveillance et la prévention du VIH. Donc, alors rapidement, vous savez ce que c'est un paradigme de recherche. Je ne vais pas donner un cours ici, mais je veux que vous compreniez là où je viens. En tout cas, donc un modèle cohérent de vision du monde qui repose sur une base définie, donc une matrice disciplinaire, un courant de pensée. Alors, ça ressemble beaucoup à une idéologie. C'est un système de représentation aussi qui est accepté dans un domaine spécifique, mais qui en même temps, des fois, quand on sort de ce paradigme-là, on est un peu perçu comme étant marginal. Donc, et évidemment, pour terminer, une construction humaine. Donc, moi, je me suis toujours appuyé sur les paradigmes de Goubin-Lincoln, qui sont des paradigmes de recherche en recherche qualitative. Évidemment, quand on fait de la recherche avec des devis mixtes ou des recherches un peu plus quantitatives, peut-être que ces paradigmes-là sonnent moins bien ou sonnent plutôt faux. Mais pour Goubin-Lincoln, il y avait 4 paradigmes comme ça. En fait, un 5e que je n'ai pas mis là parce que moi, je suis resté accroché à leurs travaux de 2004, de 1994, mais je sais maintenant qu'eux ont énoncé un 5e paradigme qui appelle de recherche-action. Pour moi, la recherche-action, ce n'est pas un paradigme, c'est une façon de faire de la recherche, donc un devis. Alors, c'est pour ça que je ne le mets pas là. Alors, vous voyez hein, que malgré le fait que c'est vrai que je peux avoir une pensée des fois un peu éclatée, je suis quand même assez conservateur dans ma façon de voir avec la nomenclature. Là. Donc, j'ai mis la théorie critique en gras parce que c'est de ça qu'on va parler. Donc, qu'est-ce qu'on parle quand on parle de théorie critique? Chez Goubin-Lincoln, évidemment, on ne parle pas de théorie critique, de l'école de Francfort et tout ça. On parle vraiment de ce qui est entendu par Goubin-Lincoln. Donc, existence d'une réalité externe dont l'existence, la présentation est le résultat du contexte historique et sociopolitique. Et cette réalité prend forme dans des structures sociales, des discours, etc. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui souvent vont disent que, par exemple, les gender studies, tout ce qui est les queer studies, ou la théorie queer et tout ça, entre ça dans un paradigme constructiviste. Ce n'est pas une erreur. C'est juste que pour eux, ce n'est pas là que ça va dans la théorie critique parce qu'une distinction fondamentale entre les chercheurs de la théorie critique et ceux qui font du constructivisme, c'est la prise de parole et la défense de groupes opprimés. Il y a un engagement du chercheur en théorie critique qu'on voit moins au niveau du constructivisme. Et ça, c'est eux qui le disent, c'est pas moi, donc prenez ça avec un grain de sel. Donc, déconstruction et reconstruction des évidences, hein, parce que ça, on parle beaucoup de ça, en tenant compte du contexte
dans lesquels ces évidences-là sont produites et des présupposés ou ce qu'on appelle communément en recherche les biais du chercheur qui, pour moi, n'existent pas ou existent tout le temps. Il faut être capable de travailler avec ça sans faire de l'urticaire. Alors, on sait qu'il y a des biais qui existent. De toute façon, à partir du moment où il y a des hypothèses de recherche, des questions de recherche, des objectifs de recherche qui sont formulés, on peut souvent déceler le paradigme dans lequel le chercheur s'inscrit, même si le chercheur en fait abstraction. Donc, importance particulière à l'arrimage entre la théorie, la démarche scientifique et les pratiques, bref, à l'acquisition de savoir pratique. Alors, vous comprenez que pour un infirmier, ça peut être intéressant. Pour une travailleuse sociale ou un travailleur social, ça aussi, ça peut être intéressant, un criminologue. Donc, vise à créer un espace de dialogue entre les participants ou les participantes de la recherche et les chercheurs. Un tel dialogue implique de reconnaître que les connaissances produites seront influencées par le parcours, l'expérience et puis les valeurs de tous ceux qui sont inscrits ou qui sont impliqués dans cette recherche-là. Évidemment, la remise en question du statu quo, le statu quo au regard des pratiques, des discours, etc., dans un contexte donné. Donc, une chose critique et centrale dans un paradigme comme ça, c'est la question du pouvoir qu'on voit là au point 1. Alors ça, évidemment, c'est important. C'est un paradigme aussi qui encourage la diversité des connaissances, remet en question les prétentions de la science moderne avec un M majuscule, à explorer une réalité qui soit objective, naturelle et indépendante des chercheurs ou des chercheurs. Moi, je n'utilise jamais chercheuse, même si c'est dans le dictionnaire, parce que quand on regarde bien ce que ça veut dire, on dit toujours, bon, tête chercheuse, et puis on recommande le chercheur avec un RE. Alors, c'est ce que j'utilise pour la présentation. Donc, elle est définie, cette recherche-là, comme étant radicale, parce que justement, elle est différente. En tout cas, dans le domaine des sciences infirmières, elle est différente. Peut-être que dans votre domaine, à vous, ici, à l'UQAM, dans le domaine des études du genre et tout ça, c'est peut-être moins radical. Mais pour nous, en nursing, on ne voit pas ça beaucoup. Donc, qu'est-ce que c'est que la recherche radicale qui s'intéresse aux présupposés, aux fondements, aux valeurs associées à des discours, à des pratiques scientifiques, organisationnelles, professionnelles? Alors ça, la théorie critique va s'attaquer aussi ou s'attarder à ces discours-là. Recherche marginale et subversive, d'habitude, qui étudie sous un angle critique les pratiques actuelles en vue d'en exposer les rouages évidemment du pouvoir, donc le politique, et de les modifier. Le radicalisme implique la déconstruction de pratiques pour proposer des pratiques d'avant-garde, ou en tout cas une réflexion d'avant-garde. Moi, je n'ai pas dit ça dès le départ, mais je le dis tout de suite. Vous savez, à 5-6 ans de la retraite, quand je regarde maintenant la carrière que j'ai eue, moi, je peux dire une chose, et puis Martin, peut-être que ça, tu ne le sais pas, mais ou peut-être que tu le sais. Moi, je n'ai pas travaillé beaucoup avec des collègues. Très, très peu. J'ai fait des demandes de fonds avec des collègues pour avoir du financement, vous allez voir tantôt. Moi, mon inspiration me vient des étudiants que j'ai supervisés. C'est là où j'ai mon énergie. Avec mes collègues, ils me drainent mon énergie. Les étudiants m'en donnent, c'est comme des vitamines. Alors, c'est pour ça que, justement, ces gens-là me forcent à penser autrement, parce que ces gens-là, ils sont toujours à l'affût des nouveautés, que ce soit les nouveautés technologiques ou que ce soit des concepts ou de la façon dont on s'adresse à des personnes ou on ne s'adresse plus à des personnes, etc. Donc, je le dis tout de suite comme ça. Là. Donc, maintient une ouverture complète au regard d'approches alternatives en recherche, évidemment. Elle est dite, cette recherche-là, extradisciplinaire parce que, vous allez voir tantôt, quand on est dans le domaine des soins infirmiers, on ne s'abreuve pas à des théories comme chez Gilles Deleuze ou chez Foucault ou chez Mendé ou chez Negri. Et tout ça. On ne fait pas ça. On s'abreuve à des théories nursing qui sont d'une platitude absolue. En tout cas, qui sont d'une platitude absolue quand on veut faire ce que je veux faire. Donc, ça veut dire qu'il faut aller à l'extérieur. Et ça me vient de l'ouverture de mon directeur de doctorat qui était un sociologue, qui m'avait dit, tu ne peux pas comprendre les soins infirmiers ou le soin qu'à partir de ce qui se fait en nursing, autrement, tu vas t'ennuyer à mourir. C'est pour ça que j'ai été exposé à autre chose. Donc, importance de théories extradisciplinaires, donc des théories féministes, postmoderne aussi, je les ai mis en plus petit entre parenthèses, on va les voir tantôt, post-structuraliste, post-colonial et queer. C'est comme ça que, pas Deleuze, mais Gubben-Lincoln les catégorise, parce que pour eux, ces mouvements-là, post-structuraliste, post-colonial et queer, sont des approches postmodernes.
OK? Et évidemment, les approches néo-marxistes. Donc, qui donnent la couleur à la recherche radicale alors qu'elles sont importées en santé publique ou en nursing. Alors, vous allez voir qu'il y a des phases dans ce type de recherche-là que j'utilise souvent, la description, l'analyse, l'action et puis l'évaluation. Dans ce que j'ai utilisé au fil de ma carrière, vous voyez que les devis sont principalement qualitatifs, évidemment. Moi, j'ai rien contre les recherches quantitatives où j'ai fait des statistiques assez à la maîtrise, puis j'en ai fait aussi obligatoirement au niveau du PhD, mais ça ne m'intéresse pas. Je participe des fois à des recherches avec des devis mixtes, mais je laisse les gens qui sont spécialisés au niveau des devis mixtes faire leur travail. Moi, ma contribution est souvent beaucoup plus théorique. D'accord? Donc, vous voyez des devis qualitatifs qui sont là, donc de la théorisation ancrée, de l'ethnographie, de la phénoménologie et de l'analyse de discours, évidemment. Mais moi, c'est les 4 grands devis que j'ai utilisés. Évidemment, la phénoménologie, c'est plus qu'un devis, c'est une philosophie. Il y a aussi des travaux d'Husserl, de Heidegger et tout ça, de Merleau-Ponty, mais moi, je vous parle au niveau méthodologique. Donc, c'est 4 grandes, si vous voulez, des grandes tendances. Donc, je vais vous parler rapidement de ça, les espaces, l'arborescence et les espaces triés, d'accord, chez Deleuze, parce que là, vous allez voir aussi comment, à partir d'une pratique clinique en milieu urbain, comme ici, à partir d'une pratique clinique en milieu fermé ou de captivité, comme l'Institut Philippe Pinel, dans lequel on a, comme vous savez, l'asile en prison, hein, c'est 2 enfermements. Si on prend les travaux de Goffman, c'est là qu'on est. On est dans un système excessivement répressif. Donc, moi, tout ça est venu me transformer comme être humain. Et puis, je me suis dit, comment on sort de ça? Donc là, j'ai lu évidemment beaucoup et j'ai appliqué certains concepts, vous allez le voir là, dans les titres de certains articles tout à l'heure, qui ne viennent pas évidemment des sciences infirmières ni de la santé publique. Parce que ça aussi, je veux dire, j'ai critiqué beaucoup, même si je travaille dans le domaine de la santé publique, j'ai critiqué beaucoup les politiques de santé publique, pas parce que ça m'amuse de les critiquer, mais parce que je pense que des fois, ce sont des pratiques et des politiques qui font fi de d'autres contextes. Par exemple, on n'a qu'à penser au traitement, par exemple, de la COVID-19. On avait beaucoup de statistiques, on avait beaucoup de travaux en épidémiologie, mais est-ce qu'on avait des gens, par exemple, du domaine de l'économie, du domaine de la sociologie, de l'anthropologie, de la santé mentale autour de la table pour prendre des décisions, où ça, c'était pas dicté par ce qu'on avait comme statistiques au niveau de la santé publique. Alors ça, il faut parler de ça. Maintenant qu'on est sorti de la crise, on peut se parler peut-être, honnêtement, est-ce qu'il y a des intervenants qui ont été, si vous voulez, oubliés ou ignorés? Bon, donc l'espace trié est un concept, une métaphore utilisée par Deleuze et Guattari dans leurs travaux sur l'anti-Oedipe et schizophrénie, dans leur autre texte qui est la suite qui s'appelle 1000 plateaux et dans un livre que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Traité de nomadologie, c'est un livre en anglais, mais qui est un extrait justement de 1000 plateaux. Ils ont fait un livre avec un chapitre de 1000 plateaux. Le traité de nomadologie, ce que c'est un traité sur la résistance. D'accord? Donc, l'espace trié est caractérisé par des prescriptions et des règles. Remettez-vous en tête là, quand vous êtes dans vos cours, quand on est dans des comités d'évaluation de recherche ou de chaires de recherche, d'ailleurs, dont je fais partie. Moi, ça me rappelle ça. Caractérisé par des modes de pensée et de fonctionnement rigides, des espaces qui sont surcodés, hiérarchisés, homogènes, où on veut entendre parler souvent des mêmes travaux, des mêmes évidences, espaces propices à ce que Deleuze et Guattari appellent l'appareil de capture. L'appareil de capture, ce n'est pas seulement les appareils, si vous voulez, asilaires ou correctionnels, ou les universités, ou les collèges, c'est aussi au niveau de la pensée. D'accord? Donc, la pensée arborescente se matérialise, entre autres, dans des paradigmes positivistes et post-positivistes. Pas parce qu'on les aime pas, c'est juste qu'il y a des façons très scriptées de produire la science qui, moi, en tout cas, me dérangent beaucoup. M'ont toujours dérangé. Donc, les idéologies qui sont véhiculées et imposées par certaines figures au sein de la discipline, par exemple, en rapport avec les données probantes, dans le domaine de la médecine, des sciences infirmières, de la santé publique, de la psychologie, peu importe, du service social, et pratique exemplaire. Je regarde, par exemple, très clair, le travail qui se fait en service social à l'Université de Toronto. Pas que c'est pas fin, pas que c'est pas bon. Donc, j'ai étudié, fait que je les connais. J'ai étudié puis j'ai enseigné. Donc,
il y a beaucoup de travail en recherche qualitative, en recherche quantitative, alors que ce qui se fait, par exemple, moi, ce que je vois, ce qui se fait ici à l'UQAM, parce que j'ai lu aussi des travaux de ce qui se fait à l'UQAM que je trouve absolument spectaculaire, c'est beaucoup plus radical comme approche, beaucoup plus critique comme approche. Alors, vous voyez, il y a des écoles comme ça ils se font des niches, là. Alors, moi, quand je parle d'arborescence et d'espaces striés, j'ai des programmes en tête aussi. Je n'ai pas que des types de recherche, j'ai des programmes en tête. Par contre, on a le pendant de ça, le rhizome et les espaces lisses. Donc, le rhizome, vous savez, le bulbe, là, ouvert, qui est sans origine, sans fin, pas de structure centrale à laquelle viennent se rattacher des branches, obéit pas au déterminisme parce qu'il prend forme de manière aléatoire, organique, simultanée. C'est une entité qui est multidirectionnelle, constituée d'agencements. Alors, pensez à un concept, par exemple, comme l'intersectionnalité. Alors, on est dans ce type d'approche-là, quand on est chez les rhizomes ou au niveau de l'espace lisse. Donc, on parle de rhizome, c'est aussi un assemblage en anglais ou en franglais, mais aussi en français chez Deleuze et Guattari, un agencement d'idées. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que quand vous avez des chercheurs, par exemple, un exemple bien concret, vous avez des chercheurs qui viennent d'horizons différents, vous les mettez ensemble, évidemment, il va y avoir des chocs épistémiques ou épistémologiques, si vous voulez, entre les chercheurs, mais ces assemblages-là sont souvent très créatifs et créateurs aussi de nouvelles idées. Donc, structure chaotique qui s'emploie à perpétuer ce chaos parce qu'il permet de créer et de recréer en dehors d'une matrice préétablie. Contrairement à l'arbre qui occupe l'espace strié, le rhizome, lui, occupe l'espace lisse. Donc, on parle ici d'un espace qui est non cartographié, qui est hétérogène, mais qui est soumis, évidemment, à des tentatives continues de striage. Alors, là, on est dans un langage, là, si vous voulez, deleuzien. Imaginez un espace comme le désert, qui est un espace lisse avec le sable, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Imaginez après ça la ville, où il y a des codes, il y a des arrêts, il y a des ci, il y a des ça, il y a des rues, il y a des sens, il y a des directions. Alors, c'est deux façons de développer des connaissances qui sont différentes. Donc, là, on parle rapidement des lignes de fuite qu'ils associent, eux, si vous voulez, à la notion de résistance, mais là, moi, je suis en train de lire beaucoup sur ce qu'ils appellent les lignes de sorcières. Alors, évidemment, là, moi, j'aime beaucoup les concepts chez Gilles Deleuze. Donc là, je travaille sur les lignes de sorcières, mais aussi leur concept de sorcier, non pas en termes de sorcellerie, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, parce que c'est très, très, très compliqué. Puis moi-même, en ce moment, avec des étudiants, j'essaie de comprendre ce que c'est. Mais on est dans les lignes de fuite, les lignes de sorcières, dans la résistance absolument, c'est fascinant. Donc, produit, c'est le produit, ou ce sont les produits des désirs et des pulsions qui nous amènent à déroger des normes établies dans une discipline ou une profession ou dans un champ de recherche, et aussi on veut déroger des interdictions. Pensez par exemple aux travaux du Marquis de Sade, aux travaux de Georges Bataille, que moi, je mobilise dans mes travaux aussi. Parce que quand on parle de sexe, en tout cas en nursing, dans le domaine de la santé publique, c'est toujours pour en parler comme s'il y avait un danger. Il y a un danger. D'ailleurs, ma collègue ici, Michel Diot, qui a fait un travail absolument fabuleux avec son PhD. Alors, on parle toujours de risque, on parle toujours de danger, mais en même temps, on ne parle jamais de désir et de plaisir, etc. Et moi, c'est ça que j'ai voulu introduire dans mes travaux en santé publique. Donc, s'inscrire dans un processus complexe de devenir quelque chose d'autre. Donc, vous êtes un chercheur qui a été, disons, colonisé ou cartographié ou, si vous voulez, guiré, ou je ne sais pas quel mot utiliser pour vous expliquer que le chercheur a été endoctriné ou il a été entraîné à être comme ça. Et là, tout d'un coup, à travers la carrière, par les lectures, par les contacts qu'il a avec d'autres personnes, change sa façon de faire, change sa façon de voir, et là, est toujours dans un devenir constant. Et moi, c'est ça que j'apprécie, en tout cas, de cette démarche un peu post-structuraliste, donc de toujours devenir quelque chose d'autre. Donc, action nomade, qui est au cœur des espaces lisses, évidemment, et cet éveil et ce déploiement-là de lignes de fuite entraîne ce que Deleuze appelle la machine de guerre. Bon, là, je vais juste aller au centre de la diapo. Là, il s'agit d'une contre-pensée, donc d'une pensée résistante, marginale et minoritaire. D'accord? Donc, les théories utilisées dans le cadre de mes travaux, ils sont là, ils sont toutes là, mais celles qui sont, si vous voulez, en gras, sont celles que j'ai utilisées beaucoup. Là, maintenant, vous allez dire, qu'est-ce que fait Kafka là, en sciences politiques? Qu'est-ce que fait, par exemple, George Orwell? Évidemment, ce sont des travaux qui ne sont pas des travaux
pourrait dire scientifique, quoique les travaux de George Orwell ont été théorisés par un doctorant à la Sorbonne. Alors moi, ce que je dis, et c'est là l'approche justement postmoderne, qu'on va voir dans quelques instants la définition, c'est que le travail que je fais, c'est aussi un travail de bricolage. Donc, d'aller chercher aussi dans d'autres champs, à l'extérieur de la science, de la philosophie et tout ça, des gens qui peuvent nous inspirer. Par exemple, Kafka a une écriture qu'on appelle minoritaire ou une écriture délinquante. Elle a été cataloguée comme ça par Deleuze et Guattari. Les travaux de George Orwell, on a beau penser que c'est dépassé, on a beau penser que ça n'existe pas, mais quand on voit ce qui se passe dans notre société actuellement, on ne peut pas dire que ça ne peut pas être théorisé, en tout cas, cette surveillance-là. Donc, vous avez là les grands thèmes. On va revenir tantôt sur Kristeva parce que ça m'est apparu quand je travaillais à Cactus Montréal. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on entend? Parce que là, moi, je veux m'en venir au post-structuralisme pour en venir à mes moutons. Qu'est-ce qu'on entend par la postmodernité ou le postmodernisme? Donc, décloisonnement, déhiérarchisation entre les espaces de l'art qui est légitime et la culture de masse. Ça veut dire que ce qui est de l'art urbain, de graffiti, tout ça, c'est maintenant de l'art. Et c'est de l'art postmoderne. Donc, problématisation de l'authenticité de l'œuvre, remise en question de la profondeur, le sens, l'étiologie, tout ça. Alors, on est en fait, avec la postmodernité, on est dans la fin des grands discours. Il faut faire telle chose. Le savoir se construit toujours d'une manière, là, bon, on a construit ça en science, on va répéter cette recherche-là, mais on va ajouter ça pour bâtir. On est dans la postmodernité au niveau de la discontinuité. Ça, Michel Foucault en parle beaucoup. Le développement des connaissances se fait aussi souvent de manière accidentelle, de manière discontinue. OK? En architecture, c'est ça que j'utilise au doctorat quand j'enseigne à mes étudiants pour leur expliquer le postmodernisme. Le postmodernisme, c'est une architecture qui s'inspire de différents styles en même temps. C'est pas très beau, à mon avis, c'est pas très beau, mais c'est différent du style qui est plus formel ou standardisé de l'architecture moderne avec le béton, avec le verre et tout ça. C'est une architecture qui est un peu pastiche, là, vous savez, c'est un peu kitsch, là, mais bon, c'est un ramassis de styles. Et alors, l'écriture postmoderne ou la recherche qui se ferait dans un cadre postmoderne va se faire comme ça aussi en s'abreuvant à des théories et des disciplines différentes, souvent divergentes. Dans le postmodernisme, il y a, comme on a vu tantôt, le poststructuralisme. Alors, s'inscrit dans le mouvement de la philosophie postmoderne. Le poststructuralisme est critiqué comme étant trop relativiste ou trop nihiliste. On va voir pourquoi tantôt. Perçu comme une menace aux valeurs traditionnelles et aux critères académiques et scientifiques d'usage dans plusieurs disciplines. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de faire? On ne comprend rien. On ne comprend pas l'écriture, la thèse est faite autrement, il y a des métaphores, c'est pas clair, etc. Donc, au-delà de l'ambiguïté d'une définition formelle, parce que ça, c'est clair, c'est très difficile à définir, on y associe habituellement, là, je vais aller ce qui est en gras, la critique du sujet parlant souverain. La personne qui parle n'est pas souveraine. La personne qui parle a été et est traversée par des discours continuellement. Donc, cette personne-là, qui est-elle? Je ne vous dis pas qu'elle est aliénée, qu'elle est étrangère à elle-même, je vous dis qu'elle a été construite au fil du temps. Donc, la critique d'un sens profond, d'une rationalité latente ou encore d'une réalité objective. Alors quand on est là, évidemment, on est loin d'être dans une pratique quantitative positiviste, là. Alors, une certaine réflexivité aussi du travail théorique est importante. Donc, là, vous avez des auteurs ici assez connus de ce mouvement-là. Moi, j'en ai sélectionné deux, là, ou deux groupes, si vous voulez, parce que moi, j'ai utilisé tous ces auteurs-là dans les travaux au fil de mes 20 ans là, pour la santé sexuelle. Mais évidemment, moi, mon doctorat, je l'ai obtenu en 2002, mais j'ai commencé à m'intéresser à la santé sexuelle, aux gender studies, tout ça en 2003. Alors, évidemment, là, on parle beaucoup de Judith Butler avec les queer studies et tout ça, mais pour moi, le père des gender studies ou le père du mouvement queer, on peut se rappeler que c'est Guy Hockenheim, là, en France, avec le désir homosexuel, qui a vraiment parti les bases de ce qui est maintenant appelé, si vous voulez, le mouvement queer. Bon, alors, mais moi, mon champ, là, je m'occupe plutôt de Deleuze et Guattari et puis de Michel Foucault.
Donc, rapidement, peut-être pour expliquer, là, bon, les travaux de Deleuze s'intéressent beaucoup aux idéologies. Donc, moi, je les ai mobilisés dans mes critiques de l'evidence-based. Alors, tout ce qui était l'evidence-based en médecine, les données probantes en médecine, en santé publique et tout ça, toutes les revues systématiques, puisqu'on appelle maintenant les revues de portée, donc les scoping reviews, tout ça, je dis pas que c'est pas bon, je dis juste qu'il faut faire attention. Donc, quand je regarde ça, j'utilise Althusser, parce qu'Althusser nous parle beaucoup des dangers de l'idéologie, puis comment les idéologies, en fait, se sont construites et tout ça, et tout ce qui s'est passé justement avec la Cochrane Review dans le domaine des sciences de la santé. Les travaux de Jean Baudrillard aussi, qui est décédé d'ailleurs, Althusser aussi, mais Baudrillard, le sociologue français, qui a travaillé beaucoup justement sur la critique de l'Amérique, etc., mais que j'ai utilisé aussi avec les travaux sur le simulacre dans les mêmes années là, pour critiquer le mouvement sur les données probantes, puis à quel point il n'y avait pas de place pour la différence et la divergence et la diversité, en fait, dans le domaine des sciences. Les travaux de Butler au niveau de la performativité, par exemple, dans les travaux BDSM, dans les travaux de barebacking et tout ça, et évidemment les queer studies. Chez Deleuze et Guattari, c'est peut-être un peu plus élaboré parce que là, je travaille beaucoup avec ça. Donc, les agencements, le désir, les espaces triés, les espaces libres, j'en ai parlé tantôt, les machines désirantes, les machines despotiques, les machines de guerre. La notion de meute, pardon, de résistance. On parlait tantôt des lignes de fuite, des lignes de sorcières. Société de contrôle, contrairement à Foucault avec les sociétés disciplinaires, les sorciers, la science d'État, donc la science qui est acceptée dans les universités, qui est acceptée par les comités de pairs et tout ça, mais la science qui est plus minoritaire ou la science délinquante, comme l'appelle Michel Foucault. Et justement, pour parler de lui, donc toutes les notions de biopouvoir, de discours, d'épistémie, d'expérience limite, l'expérience limite que j'ai utilisée beaucoup en 2003 dans la pratique de barebacking avec l'échange de sperme et tout ça, puis l'importance de l'échange de sperme pour les hommes qui avaient cette sexualité-là. En fait, c'était des hommes là, dans le cadre de cette recherche-là. Donc, les notions de gouvernementalité, de pouvoir disciplinaire, pastoral, souverain, souvenez-vous, moi, j'ai travaillé en milieu correctionnel, en milieu psychiatrique, la prison, la psychiatrie, la résistance, le sujet et la transgression. Alors, ça, c'est des thématiques qui m'ont beaucoup interpellé. Chez Kristeva, l'abjection, le corps propre, les écoulements, la pollution, la soudure. Alors ça, il faut que je vous raconte quelque chose ici. J'ai écrit d'ailleurs un livre là-dessus, là. C'est que quand je travaillais comme infirmier ici, d'ailleurs à Cactus Montréal, il y a un moment donné où c'est assez spécial parce que quand on est en nursing comme en service social, on ne peut jamais penser que des populations, par exemple, nous dérangent. Ou parce que ça, on n'est pas habitué de penser comme ça, on ne nous a pas enseigné à penser comme ça, on ne nous a pas enseigné même qu'on pourrait penser éventuellement comme ça, éventuellement au contact, par exemple, d'urine, de sel, de sang, de menstruation, de sperme, limite. Donc, travailler au quotidien, en tout cas la nuit, avec une population polytoxicomane, prostituée, itinérante, souvent tout ça, j'arrivais plus à faire la distinction entre, en fait, qui j'étais moi dans ma vie normale là, de tous les jours, d'infirmier, et la population avec qui je travaillais. Alors, quand je me promenais sur Sainte-Catherine, ils venaient m'interpeller parce qu'ils me connaissaient. Donc là, il y avait comme une genre de fusion ou d'osmose avec lesquels j'étais excessivement inconfortable et puis je ne pouvais pas parler de ça. Évidemment, je parlais de ça parce que je ne voulais pas non plus stigmatiser davantage cette population-là. Je me disais comment ça se fait que je me sens comme ça? Qu'est-ce qui fait que cette population-là, tout d'un coup, il y a comme un genre d'abjection dans ma tête? Parce que moi, je suis un infirmier en psychiatrie, n'oubliez pas. Donc, un genre de mécanisme de défense inconscient, mais qui venait à la conscience, qui était très souffrant, en fait. Donc, j'ai arrêté de travailler à Cactus là-dessus, en me disant, je ne peux plus côtoyer cette population-là. Alors ça, c'est, pour un infirmier, c'est terrible, je pense, de dire ça, mais moi, je me suis dit, d'ailleurs, mais il ne fallait pas juste que je me le dise, il fallait que je comprenne qu'est-ce qui m'était arrivé. Et c'est pour ça que j'ai écrit. Et c'est pour ça que j'ai utilisé les travaux de Kristeva sur l'abjection. Ensuite de ça, j'ai travaillé aussi avec les travaux de Jacques Lacan sur le désir et le sujet. Là, vous voyez ici, dans les recherches empiriques qui partent à partir de 2003, sur et là, vous allez voir les auteurs en dessous, les théories qui ont été mobilisées pour tous ces projets-là. Donc, en 2004-2006, puis là, je vais vous faire une petite histoire courte, projets subventionnés aux IRSC, tous ces projets-là, c'est moi qui est le chercheur principal ou co-chercheur principal. Dans ce cas-là, je suis le chercheur principal, un projet qu'on envoie aux IRSC, à ce moment-là, on envoyait ça par la poste.
en fait. Moi, j'étais allé le porter sur la rue Elgin à Ottawa, t'imagines, Martin, ça fait longtemps, excuse-moi, là, ça a trahi mon âge, mais j'allais là. Alors, première demande aux IRSC, première compétition, on envoie ça là. Gender Studies, les théories queer sont là-dedans. Ma collègue qui est co-PI, Denise Gestaldo de Toronto, me dit, Dave, j'ai lu ton protocole, c'est extraordinaire, mais on dirait que tu es en psychose. Alors, j'ai dit, bon, voilà. J'ai dit, là, il y a un problème. Alors, j'ai dit, mais on l'envoie comme ça parce que moi, je voulais vraiment pénétrer, si vous voulez, l'enceinte des saunas gays à Montréal, à Toronto, tout ça, mais avec une autre approche qui n'était pas celle de la santé publique, qui était en fait contraire à la santé publique, en voulant comprendre des pratiques de barebacking, non pas en voulant les interdire et tout ça, mais plutôt en voulant comprendre des motivations de ces personnes-là plutôt qu'autre chose. Alors, mais imaginez, on s'est classé premier en santé publique dans la compétition, mais à cause de la thématique, à cause de la thématique, et parce que c'était controversé, les IRSC ne voulaient pas l'annoncer sur le site des IRSC et ils m'avaient envoyé une lettre pour m'expliquer qu'ils ne pouvaient pas annoncer le projet comme étant un projet subventionné, tout ça. Mais ça, là, mais je ne vous dis pas les problèmes que j'ai eu au comité d'éthique à l'Université d'Ottawa qui voulait m'empêcher de faire le projet. En fait, le président ne voulait pas que je fasse le projet. Il a fallu l'intervention de la vice-doyenne à la recherche, puis ça a fait toute une bombe à l'université, mais finalement, on l'a fait. Alors, on s'est installé au sauna avec nos tables, avec des nappes, avec le logo de l'université. Ça a été extraordinaire. Alors, ça, c'est un projet qui mobilisait Butler, Foucault, Deleuze et puis Deborah Lupton sur le risque. Alors, il y avait là un cocktail théorique, en tout cas explosif pour la santé publique, ça, c'était clair. Ensuite de ça, on est allé avec des recherches un peu plus, peut-être un peu plus pas plate, mais plus simple, disons, sur le VIH, les services de santé et les coûts. Là où j'ai utilisé Foucault, mais j'ai travaillé avec un professeur d'économie à l'Université de Toronto. Ensuite de ça, tout le travail sur les sites de rencontres en ligne dans ce temps-là, bon, en 2009, la drague en ligne, et puis les hommes cis, trans, ceux qui étaient séropositifs, évidemment, le risque. Et là, encore une fois, ils sont mobilisés. Mais là, on a ajouté les travaux de Donna Haraway, qui travaille beaucoup sur les cyborgs, comme peut-être que vous saviez ça. Donc, alors là, toute la question de la fusion entre la personne qui est devant l'ordinateur, qui touche à la souris, etc., l'excitation qu'il y a avec ça, évidemment. Donc, ensuite de ça, on est allé chez les échangistes, les pratiques sexuelles des échangistes, le risque associé à ça, les questions de VIH et puis des infections transmises par le sexe et le sang. Donc là, on a travaillé, on a été subventionné là aussi par les IRSC. Maintenant, j'ai voulu envoyer un projet aux IRSC sur les pratiques BDSM, donc les pratiques sadomasochistes et tout ça, ça a été refusé aux IRSC. Donc, je l'ai envoyé dans un conseil médical en Ontario et ils ont accepté de le subventionner. Alors ça, j'ai fait ça avec mon collègue Paul Federoff, qui est décédé il y a quelques semaines, qui est un psychiatre d'avant-garde, en fait, avec qui j'ai travaillé. Et là aussi, lui me laissait travailler au niveau théorique. C'était extraordinaire de travailler avec ce gars-là. Et en 2016, d'autres travaux sur les réseaux sociaux, les pratiques sexuelles, le risque et tout ça avec mon collègue que Martin connaît très bien, le professeur Newmer de l'Université d'Alousie à Halifax. Ensuite de ça, des questions d'hypersexualité aussi subventionnées par le conseil médical, encore une fois avec mon ami psychiatre à l'université, là où on problématisait la notion d'hypersexualité, où on disait que ce n'était pas, ça n'existait pas, qu'il n'y avait pas d'hypersexualité, parce qu'à partir du moment où les deux partenaires ensemble, en fait, il y a un match, si vous voulez, entre les deux, pourquoi est-ce qu'il y aurait une pathologie? Alors, c'est vraiment un texte, je pense, une recherche intéressante. En 2018-2019, encore une fois, les réseaux sociaux, le Grindr, le Scruff et tout ça avec Matthew. Ensuite, aux IRSC, encore une fois, toujours avec des cadres post-structuralistes, hein, vous voyez. Donc, sur la santé sexuelle et tout. Ensuite, au Ontario Health Network là, pour le VIH aussi en Ontario, sur les diagnostics, les notes au dossier et les politiques de surveillance, où on a utilisé une approche de biopolitique chez Foucault pour regarder ça. Aux IRSC, encore une fois, en 2022-2024 et au CRSH en 2022-2024 aussi, encore une fois, avec la notion de technologie, de pandémie, de population aussi marginalisée, et puis amitié, relations, communauté. Et dernièrement, on est toujours là-dessus, hein, ces deux projets-là, donc travailleurs du sexe ou travailleuses du sexe, technologie, santé sexuelle, etc.,
encore une fois, mobilisant les travaux de Butler, Foucault, Deleuze. Alors, vous voyez qu'à travers ces années-là, ces théories-là ont été mobilisées, même si elles apparaissent là, un peu étranges, ces recherches-là ont été subventionnées par les IRSC, qui est quand même un conseil fédéral important, mais qui aussi est conservateur. Moi, dès qu'on a eu l'argent en 2003, 2004, 2006 pour le projet sur les saunas gays, là, j'ai siégé pendant 9 ans au comité qui s'appelle Sex, Gender and Health. J'ai siégé là avec eux pendant plusieurs années, mais après, bon, j'ai laissé ma place à d'autres. Donc, en termes d'opportunités puis de défis sur le plan de la recherche avec des approches aussi radicales que ça, là, pour nous, en nursing, en tout cas, puis en santé publique, je comprends qu'elles ne sont peut-être pas radicales dans d'autres domaines. Donc, études de phénomènes hors des sentiers battus, ça c'est clair. Il y a aussi un élément de créativité et de liberté. Je parlais tantôt avec Gabriel avant de commencer, et puis moi, je lui disais ce que j'aimais faire souvent, mais là, je ne le fais pas parce que là, je ne vais presque pas à mon bureau parce que j'habite à Montréal et puis j'enseigne à Ottawa, puis cette session-ci, en tout cas, je n'enseigne pas, mais j'aime m'asseoir avec des étudiants la fin de semaine dans une salle, un samedi, un dimanche, peu importe, on mange en même temps, là, on amène quelque chose, et puis devant le tableau blanc, pas les ordinateurs, devant le tableau, parce que ça aussi, c'est à l'ancienne chez moi. Là, on essaie de créer quelque chose, un article à partir d'un concept là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis là, de faire des liens entre ça, puis ce qu'on observe en nursing, par exemple, ou en santé publique ou en psychiatrie. Donc, démarche alternative pour l'étude de problématiques connues. Il peut y avoir des problématiques qui sont connues, mais là, vous allez arriver avec un angle comme ça, post-structuraliste, qui va laisser émerger une autre réalité, si vous voulez. Les organismes subventionnaires de plus en plus ouverts aux approches alternatives en recherche, tant sur le plan de la théorie que de la méthodologie. Moi, c'est ça que j'ai observé, en tout cas, aux IRSC. C'est une recherche marginale qui fait l'objet de critiques et de réactions souvent très négatives de la part de nos pairs, en tout cas, moi, je le vis quand je veux publier mes travaux. Ça ne m'empêche pas de les publier parce que je leur réponds. Mais il reste qu'il y a des gens qui sont pris dans des carcans sur le plan de l'épistémologie, c'est difficile à défaire, là. C'est un vocabulaire souvent qui est hermétique et qui est difficile à articuler et à bien définir. Et il y a aussi beaucoup, et ça, je suis d'accord avec ça, il y a des constructions de discours et de pratiques, mais il n'y a pas vraiment d'offre de solution. Alors là, la personne lit le papier qu'on a fait, les recherches et tout, mais là, c'est comme si on se dit, bon, OK, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors ça, c'est une des limites, je pense, en tout cas moi, du post-structuralisme. Donc, diffusion des connaissances dans plusieurs journaux scientifiques en sciences sociales, en sciences de la santé, incluant en médecine. Aussi, des connaissances alternatives et originales qui touchent des populations qui sont marginales ou qui sont marginalisées. Encore une fois, il y a Michel, là, que je connais bien en ligne, là, qui a fait un travail avec des populations aussi comme ça. Donc, les défis, c'est des tensions avec certains journaux, des réviseurs conservateurs qui tolèrent mal la diversité, c'est compliqué. Moi, j'ai eu des prises de bec souvent avec des éditeurs de journaux, d'ailleurs, des éditrices à qui j'ai parlé au téléphone parce qu'il y avait des extraits d'entrevues, par exemple, sur le sperme, là, qui faisaient sauter le comité éditorial. Alors, moi, j'ai insisté pour que ça reste là parce qu'évidemment, il fallait que ça reste là. C'était une recherche sur l'échange de sperme. Alors, pensez pas, si on fait une recherche sur l'échange de sperme, il faut toujours en parler dans les résultats. Je veux dire, si on ne peut pas parler de ça dans les résultats, ben autant pas faire la recherche. Donc, en tout cas, donc, persistance est de mise dans le cadre de ce travail marginal, dans un contexte académique qui est encore très conservateur. La plupart des travaux, certains des travaux là, que j'ai publiés, il y a des choses que j'ai gardées pour publier dans ce livre-là, il y a d'autres choses que j'ai publiées dans des... ça, c'est une collection éditée là, chez Routledge, le dernier, en fait, sur justement cette sexualité un peu plus radicale. Là. Et vous voyez le titre, là, il y a vraiment les concepts de Deleuziens qui sont là, donc des assemblages et puis les machines désirantes. Alors, bon, évidemment, tout le monde n'a pas aimé le livre, évidemment. Il y a des gens qui trouvent que c'est trop conservateur, il y a des gens qui vont trouver que les choses sont trop dépassées, mais nous, en tout cas, on pense que il y a eu une contribution. Évidemment, on est rendu en 2023. Quand je regarde ça, ça fait déjà 6 ans, 7 ans là, que c'est écrit. Donc, évidemment, c'est probablement périmé. Mais c'est pour vous montrer un peu qu'il y a moyen de publier ces travaux-là, même si c'est bon. Là, je n'irai pas à travers toutes les publications. J'ai pris celles qu'on a publiées en 2021 sur des thématiques qui touchaient justement la santé sexuelle. Alors, vous voyez avec les astérix que ce sont des étudiants, mais vous voyez aussi les titres.
Alors, ça vous donne un peu une idée et des journaux et des titres qu'on utilise. Alors, il y a beaucoup d'assemblage, assembling, puis tout ça, parce que là, on était dans une mouvance, justement, d'agencement chez Deleuzien, puis on regardait le sexe en groupe, moi qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs, parce qu'il y a pour moi une démocratisation là, de la sexualité là, qui est intéressante. Alors il faudrait peut-être que je fasse un peu plus d'ethnographie en ce sens-là, mais bon, j'en ai fait une quand j'étais en Californie, mais il y a des choses excessivement intéressantes à regarder à ce niveau-là. Et sur le plan du financement, bien, vous voyez bien. Alors, même si, là, évidemment, ça date de 98, là, au début de mon PhD, quand j'ai eu ma bourse CRSH, on parle de 13,2 millions, mais dans les 20 années, là, où on parle pour cette présentation-ci, 12,5 millions au total. Évidemment, ce n'est pas moi qui est chercheur principal sur tout ça, mais c'est beaucoup d'argent pour un programme de recherche qui est, en apparence, avait été en tout cas catalogué, où on m'avait dit, moi, quand je faisais mon doctorat, que c'était la recherche qui était complètement capotée ou qui était la recherche qui n'était pas de la recherche. Bon, en tout cas, bon. Alors, on voit que quand on persiste aussi, bien, il y a moyen peut-être d'attirer des capitaux. Donc, 60-35-5, 60 de fonds fédéraux, 35 de fonds provinciaux ou gouvernementaux et 5 de fonds institutionnels avec la chaire et tout ça. Et sur le 12,5 millions, je vous ai parlé tantôt de psychiatrie légale et de santé publique, il y a 5,5 millions qui sont dans le domaine de la santé publique ou dans la santé sexuelle. C'est à peu près ça. Alors, stratégie utilisée au fil des années, ça, je pense, c'est important pour ceux qui sont peut-être de nouveaux professeurs, peut-être. Donc, programme de recherche diversifié, santé mentale et santé publique. Donc, diversifier votre programme de recherche pour que vous puissiez aller chez un et chez l'autre de temps en temps. Exclusion systématique de réviseurs. Moi, je fais ça. Quand j'envoie mes choses aux IRSC, je prends une institution, par exemple, je le dis publiquement. L'Université de Toronto, pour moi, est exclue parce que je sais que le travail qui se fait dans les laboratoires, là-bas, tout ça, est très quantitatif. Ce que moi, je vais présenter, ça va les irriter au plus haut point. Donc, moi, je refuse que ce soit évalué là. Le reste, ça va. Il y a certaines personnes aussi que je ne veux pas. Ne jamais exclure les aspects politiques du processus de révision par les pairs. Il y a toujours, peu importe qui va lire votre document, évidemment, il y a la science qui joue, la qualité du protocole, votre dossier, votre CV, mais il y a aussi des éléments politiques qui jouent. Ils n'aimeront pas votre affaire parce que ça contredit ce que eux, sur quoi ils travaillent. Donc, il y a des éléments politiques comme ça qu'il faut considérer. Communication avec les étudiants aux études supérieures, c'est central, je le disais tantôt. D'ailleurs, moi, je travaille qu'avec des étudiants, c'est comme ça. Oser la marge et la production de travaux minoritaires. Et puis, étudier autrement les problématiques de recherche qui sont connues. Alors, si vous avez des questions sur les publications, vous allez sur ce site-là, vous allez les voir. Et moi, j'ai fini.